Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi, l'idée, c'est que je vous parle, après Alexis qui vous a parlé du Grand Paris Express, que vous connaissez tous bien, que je vous parle de la suite de l'aventure de la SGP, qui se passe en dehors de l'Île-de-France, avec les services express régionaux métropolitains. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance des services express régionaux métropolitains. Donc, j'ai prévu quelques diapos un peu rapides. Et l'idée, c'est plutôt qu'ensuite, je puisse m'adapter à vos questions en fonction du degré de connaissance que vous avez. Donc, l'aventure de la SGP en dehors de l'Île-de-France, elle a démarré il y a un peu plus d'un an par la loi du 27 décembre 2023. En réalité, elle a démarré avant, puisque pour qu'on ait cette loi promulguée, il a fallu qu'on travaille un peu. Mais avec cette loi promulguée sur les services express régionaux métropolitains, on a eu une extension des compétences de la Société du Grand Paris, devenue Société des grands projets. Cette extension de compétences, elle reposait pour le législateur sur le fait de capitaliser sur l'expérience, le savoir-faire de la SGP sur le Grand Paris Express, et donc effectivement de venir finalement exporter en quelque sorte ce savoir-faire sur les services express régionaux métropolitains. À part le terme express, il y a néanmoins sur le projet en tant que tel pas grand-chose de commun, si ce n'est les objectifs. Les objectifs sont communs puisqu'on s'adresse pour les services express régionaux métropolitains comme pour le Grand Paris Express aux populations qui vivent donc en périphérie des grandes métropoles jusqu'aux territoires ruraux en ce qui concerne les Serm. Donc on est vraiment sur la grande périphérie et on s'adresse au trajet long du quotidien des usagers, des habitants de ces zones-là. L'idée, c'est de leur faciliter ces trajets longs du quotidien puisqu'ils les font essentiellement en voiture, en autosolisme, donc en voiture, seuls dans leur voiture, et que la plupart des ménages, alors soit n'ont pas de voiture et là pour le coup ont un vrai handicap pour se déplacer. Et il y a des études récentes qui ont montré qu'il y avait par exemple 3 jeunes sur 4, un quart des jeunes qui avaient pu renoncer à un emploi ou une formation par manque de transport en commun. Donc on a soit des populations qui n'ont pas de voiture, soit des populations qui ont une voiture et qui souvent en ont deux, d'où l'enjeu de démultimotorisation, donc d'en laisser une avec cette facilité de transport en commun décarboné. Et donc le SERM, il s'adresse bien donc à ces zones périurbaines, voire rurales. En revanche, il vise un désenclavement territorial, désenclavement social, et puis la décarbonation des transports. Donc là, on retrouve ce qu'on retrouve sur le Grand Paris Express. En revanche, on s'adresse à différents modes, puisque l'idée, c'est de faire en sorte que les usagers puissent faire un trajet le plus sans couture possible, d'un point A à un point B sur ce périmètre de SERM. Et là, pour le coup, ça s'appuie sur l'armature ferroviaire, le train, bien sûr, c'est ce que dit la loi, mais qui est complété par des modes moins lourds, donc le car express, le vélo, le covoiturage, le cas échéant, les transports fluviaux, enfin, tous les modes de transport, et puis évidemment les mobilités douces, tous les modes de transport qui peuvent permettre aux gens de laisser leur voiture et de se déplacer sur ce périmètre-là. Donc là, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que dit la loi, donc service de mobilité globale. Donc on va travailler sur les nœuds, c'est-à-dire les pôles d'échange, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, multimodaux en tout cas. Et puis on va travailler sur les lignes. Et les lignes, elles peuvent être ferrées, donc évidemment les étoiles ferroviaires, mais aussi des lignes de car express, des lignes de covoiturage, etc. Et donc on travaille tant le réseau structurant que sont ces lignes, que les nœuds et le rabattement et la diffusion sur ces nœuds et depuis ces nœuds. Alors, donc la loi, elle a défini ce qu'était un SERM, mais de manière évidemment un peu large. Et ensuite, cette loi, elle attendait de rencontrer un besoin local. Nous, on était très convaincus du fait qu'il y avait ce besoin qui avait largement émergé sur les territoires. On avait fait, à la SGP, on a fait beaucoup de rencontres avec les élus locaux sur l'ensemble des territoires. Et on sentait que c'était une demande majeure
de l'ensemble des régions de nous dire, et des grandes métropoles qui nous disaient nous aussi on a besoin pour nos trajets longs du quotidien de venir offrir un service supplémentaire à nos usagers, et ça fait partie désormais des demandes qui reviennent le plus souvent en réunion publique. Beaucoup d'élus nous ont dit ça, avec le logement. On ne vient plus nous parler d'emploi, mais on nous parle de transport et de logement. Et en fait, on a eu la concrétisation de cette demande puisque on a 24 territoires qui ont demandé au ministre l'été dernier d'être labellisés. Alors la labellisation, elle n'est pas prévue par la loi. La labellisation, c'est une demande politique au ministre pour dire écoutez, moi j'aimerais faire un SERM sur mon territoire. Et le ministre finalement prend rang. Enfin voilà, il dit oui, ok, je note que vous avez envie de faire un SERM sur votre territoire. Et ça a permis, l'idée était évidemment pour le gouvernement de catalyser un peu les énergies, etc., et de voir quelle était la demande. Et donc 24 territoires qui ont demandé leur labellisation, vous les voyez sur la carte, donc ils sont très nombreux, et 14 sur lesquels la Société des grands projets intervient. Là aussi, sur les SERM, il faut savoir qu'on a toujours été très optimiste, moi en particulier, mais ça a toujours, pour l'instant, l'activité a toujours dépassé nos espérances. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas avoir 24 SERM labellisés à l'été 24, donc 14 sur lesquels la SGP serait mobilisée. Voilà. On intervenait dans les Hauts-de-France, on savait qu'il y aurait les Hauts-de-France, qu'il y aurait la région Grand Est, mais on n'avait pas imaginé qu'il y en ait autant. Donc 14 aujourd'hui, c'est ceux que vous voyez. Alors ne me demandez pas pourquoi on est plutôt à l'est qu'à l'ouest, je ne sais pas. On n'a pas fait de préférence, mais c'est comme ça. Et puis d'autres qui vont venir aussi, puisque la région sud échange avec nous en ce moment même. Et puis, il y aura aussi sans doute des SERM qui seront encore labellisés. Là, on n'épuise pas la totalité des territoires qui aimeraient avoir un SERM. Donc, on a la Bourgogne-Franche-Comté qui n'apparaît pas là, mais qui a fait l'objet récemment d'une démarche autour de Dijon et de Besançon pour avoir une labellisation. Et puis, on en a d'autres. On a Reims aussi en Grand Est, par exemple, qui va aussi sans doute se diriger vers une demande de labellisation. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire et on voit qu'il y en a déjà beaucoup. Nous, on est sur ces 14-là actuellement. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, on fait un travail très amont d'accompagnement, d'émergence de ces projets sur une durée courte. Et là, notre rôle, c'est un rôle d'accélérateur, un rôle de catalyseur des énergies locales et puis surtout de tiers de confiance entre les différentes collectivités pour faire émerger une offre de service avec un plan de financement et un schéma de gouvernance. Vous disiez tout à l'heure que le Grand Paris Express avait passé l'ensemble des aléas politiques et c'est ce qui faisait sa force, qu'on parlait, il avait tenu un certain nombre d'années. Et c'est ce qu'on souhaite sur les SERM. Et c'est, je pense, beaucoup pour cette raison-là qu'on est également appelé à intervenir sur les SERM. C'est que, on va le voir, de toute façon, on va avoir le test grandeur nature dans un an, avec les premières élections municipales et donc intercommunales. Et en réalité, cet objet SERM, évidemment, il peut à tout moment s'essouffler. Mais on voit bien que l'intervention de la SGP, elle sert à rendre possible très rapidement un projet de SERM, un projet de transport multimodal, et à aligner l'ensemble des parties prenantes autour de ce projet, indépendamment des couleurs politiques, etc. Et on le voit, de toute façon, la loi a été votée de manière transpartisane, à la quasi-unanimité. Et sur les territoires, c'est des projets qui sont éminemment transpartisans. En ce moment, on fait régulièrement des conférences de presse, là, notamment sur les différents territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on se retrouve avec 5 à 10 signataires de tous bords, toutes collectivités confondues, qui viennent porter le projet. Et donc ça, l'enjeu, c'est de réussir à le maintenir dans la durée. Et je pense que c'est un des enjeux importants pour lesquels les collectivités ont fait appel à la SGP. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette phase-là? Alors, ça, c'est la phase dans laquelle on est, la phase de préfiguration. On l'a commencé pour certains territoires début 24, et pour d'autres, on l'a commencé là, début 25. Donc, globalement, toutes les phases de préfiguration s'arrêtent en 25. Certaines vont aller jusqu'à mars 26, et après, on aura fini globalement les phases de préfiguration. C'est des durées d'environ 1 an et on aide les collectivités à faire émerger leurs projets en constituant un schéma d'offre de service. Donc, quelle offre de service on veut, sur quel périmètre,
À quelles échéances? Donc, on veut un train toutes les demi-heures à échéance 2029 sur tel périmètre et sur telle amplitude horaire. Et puis, on passe au quart d'heure 5 années plus tard. Et puis, en parallèle, on met en place des lignes de car express. On renforce le réseau structurant vélo. On améliore ou on crée 5 nouveaux pôles d'échange qui sont les plus structurants, etc., etc. Le tout phasé, puisque la contrainte financière est telle qu'il faut rendre les projets possibles et qu'on est dans des régions où il n'y a pas la même capacité contributive fiscale du territoire. Donc même si on va chercher de la fiscalité locale ou nationale à assiette locale, on sera de toute façon plus limité qu'en Île-de-France. Donc on a vraiment cet enjeu d'être raisonnable dans ce qu'on propose comme offre de service, les coûts associés et leur phasage. Ça, c'est ce qu'on fait pendant cette phase-là. Et donc, ça se traduit par un schéma d'ensemble de l'offre, un plan de financement, des investissements et de l'exploitation, puisque l'offre de services augmentée, le choc d'offres, évidemment, va venir coûter en exploitation aux collectivités. Et puis un schéma de gouvernance qui permet de porter ce projet sur le long terme. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir l'ensemble des collectivités rassemblées autour de ce projet pour le porter sur le long terme et l'ensemble des maîtres d'ouvrage, on va y venir puisqu'il y aura une multitude de maîtres d'ouvrage sur ces projets. Là, c'est juste un petit exemple, c'est pour vous montrer la pluralité des partenaires mobilisés. C'est l'exemple du CERM lyonnais. On a la région, on a la métropole, on a le Citral, on a en partenaire associé l'agence d'urbanisme, on a très régulièrement les agences d'urbanisme, on a le syndicat mixte des transports de l'aire métropolitaine lyonnaise, et puis on a évidemment toujours SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, et nous, quand on est là, on vient en plus, donc Société des grands projets. Là, il n'y en a pas beaucoup. Si je vous avais montré la rosace de Clermont-Ferrand, il y a 11 signataires. Donc il y a 11 signataires de la convention de financement qui doivent être alignés tout le temps. D'où le rôle de la SGP. Alors, quelle est notre intervention qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc là, c'est un petit résumé des différentes phases. Parce qu'on a parlé de cette première phase, là, la proposition conjointe, c'est ce que je vous ai montré, c'est la phase de préfiguration. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini cette phase de préfiguration et qu'un CERM a obtenu le statut de la part du ministre? Donc, la phase de préfiguration, elle aboutit par un dossier, elle se finit par un dossier de statut qu'on réalise, que les collectivités choisissent de déposer auprès du ministre quand elles sont prêtes, et le ministre octroie ou non le statut de CERM. On espère qu'il l'octroie et qu'il l'octroie vite. Ensuite, on rentre dans la phase de réalisation. Enfin, on est vraiment dans un périmètre de CERM et on rentre dans la phase de réalisation de ce CERM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La SGP a plusieurs modalités d'intervention à ce moment-là. Elle peut intervenir d'abord en maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est des questions qu'on se pose dès 2025, puisque dans les dossiers de statut, il faut venir dire comment va être partagée la maîtrise d'ouvrage des différentes composantes du CERM. Donc, les collectivités doivent dire, tiens, là, moi, je vais avoir un barreau neuf de 6 km à tel endroit et une nouvelle halte. La loi me permet de confier cette maîtrise d'ouvrage à la SGP. Est-ce que je souhaite le faire? Est-ce que je ne souhaite pas le faire? Évidemment, l'État aura son mot à dire. Donc, sur tous les objets de maîtrise d'ouvrage qui sont listés là et que je vais vous redonner, on va avoir une prise de position des collectivités et de l'État courant 25 au fur et à mesure de l'avancement des phases de préfiguration pour dire tiens, ça, je veux le confier à SNCF Réseau, à SNCF Gare et Connexion, à la SGP, à la métropole, enfin voilà, à l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui peuvent être mobilisés, à l'aéroport un tel qui est sur le périmètre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme maîtrise d'ouvrage? On peut faire toujours dans un périmètre de CERM, donc ça, c'est vraiment ce qui limite notre action. On peut faire des infraneuves du réseau ferré national, des nouveaux pôles d'échange et des gares de voyageurs, des nouvelles gares de voyageurs. Mais nouvelles gares de voyageurs, y compris quand elles sont connexes avec des gares existantes. Donc, voilà. Donc ça, je veux dire, c'est pas juste des nouvelles gares complètement en dehors d'une gare en exploitation. Des lignes ferroviaires, donc on peut faire des lignes qui sont plus exploitées depuis plus de 5 ans. Donc là, on peut intervenir et on peut intervenir aussi quand ces lignes, elles ont été transférées en propriété ou en gestion aux collectivités territoriales, auquel cas c'est elles qui décident de nous en confier la maîtrise d'ouvrage s'il s'agit de rouvrir une ligne.
On peut intervenir sur les infrastructures en correspondance avec une ligne de transport public du CERM. Donc ça, c'est assez large. C'est pour tous les transports en commun, urbains, périurbains, de la compétence des collectivités. À partir du moment où c'est dans le périmètre d'un CERM et où il y a une correspondance entre plusieurs lignes, on peut intervenir. Donc un prolongement de tramway, création d'une ligne de tramway, de bus, etc. Cas échéant de métro, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça pourrait rentrer là-dedans. Et puis, les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire. Là, c'est une disposition qui avait été effectivement souhaitée aussi par le législateur pour favoriser les meilleures conditions de mise en concurrence sur le ferroviaire. Et donc là, on peut aussi avoir cette maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est ce que la SGP peut faire en maîtrise d'ouvrage à l'issue de ces phases de préfiguration, et on va en discuter dès l'année 25. Ça peut s'assortir de deux choses. Ça peut s'assortir du financement de ces infrastructures, alors de ces infrastructures dont elle est maître d'ouvrage, et le cas échéant de l'ensemble du CERM. Donc, comment elle peut financer la SGP avec son modèle que vous connaissez sur le Grand Paris Express. Donc, on peut lever de la dette et venir sur les marchés obligataires et venir la rembourser par de la ressource affectée. À ce moment-là, il faut décider quelle serait cette ressource affectée. Il y a des ressources locales sur lesquelles on travaille, qui sont des ressources qui ont été mobilisées dans les sociétés de projets qu'on connaît, GPSO, LNPCA, etc. Mais il peut y avoir aussi de la fiscalité nationale qui soit affectée à la SGP, comme ça avait été le cas pour le Grand Paris Express, puisque à l'époque, c'était bien une fiscalité nationale à assiette locale, donc à assiette francilienne, mais c'était bien une fiscalité de l'État qui avait été attribuée à l'établissement public. On pourrait faire la même chose pour les CERM. Donc, le cas échéant, si on a ces ressources affectées, on peut venir financer les infrastructures des CERM. Et puis, si on finance, ça, c'est, je dirais, un point, une ligne rouge, si je puis dire, qui a été écrite dans la loi, c'est si on finance, on veille au respect des coûts, du calendrier et de la performance. Donc, on n'est pas juste une caisse de financement, la SGP, parce que ça serait déresponsabilisant. On est un maître d'ouvrage. On peut être un maître d'ouvrage de coordination. C'est un autre type de maîtrise d'ouvrage sur laquelle je vais revenir. Mais en tout cas, on veille au respect du calendrier, des coûts et de la performance de l'ensemble du CERM, si on finance. Ça, c'est ce rôle dans la structure locale de coordination. C'est-à-dire que la loi dit, pour assurer la gouvernance de ces projets de CERM, comme il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, il faut qu'ils se réunissent dans une structure locale de coordination. Cette structure, c'est vraiment la structure de coordination des maîtres d'ouvrage, pas des autorités organisatrices. Elles aussi, il faut qu'elles se coordonnent. Donc, c'est les financeurs, autorités organisatrices, qui doivent se coordonner. Mais la structure locale de coordination qui est évoquée dans la loi, c'est vraiment une coordination de maîtres d'ouvrage. Donc, évidemment, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, SGP, mais aussi bien d'autres, les métropoles, d'autres établissements publics sur le territoire, les départements au titre de la voirie, etc. Et donc, cette structure locale de coordination, la SGP peut y jouer un rôle important, je dirais, peut avoir une prépondérance dans cette structure locale de coordination quand le rôle lui est confié de veiller au respect des coûts, du délai et de la performance. Donc voilà un peu les différents rôles que la SGP peut avoir. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, puisque c'est la projection de ces différents rôles qui nous conduit à faire le plan de financement, enfin l'offre de service, le plan de financement et le schéma de gouvernance dans les phases de préfiguration. J'en ai fini et évidemment, je vous laisse me poser vos questions. Merci beaucoup. Oui, on va poser des questions. Merci. Alors, le Grand Paris est né avec des faits sur son berceau, des faits de compétences. Le préfet Blanc, Maurice Leroy, et puis ensuite des faits d'action et de suite dans les idées, Nicolas Sarkozy, et puis les présidents qui ont suivi. Ce qui me paraît douteux, je ne parle pas du rôle des ministres des Transports, parce qu'on en a quand même 4 en un an. Donc, si c'est le ministre de Transport... Ils sont toujours là. Oui, les CERM sont toujours là, les ministres passent. Mais je parle du financement. S'il a été possible de monter le Grand Paris, c'est parce qu'on a pu appuyer les emprunts considérables. Parce qu'il est évident que le budget de l'État ne permettra jamais de financer ça, bien évidemment. Donc, il faut trouver de l'argent.
Et pour trouver l'argent, il faut l'emprunter. Et le Grand Paris, ça s'est fait grâce à la taxe transport que paient les entreprises de l'Île-de-France. Alors, les entreprises de l'Île-de-France, c'est je ne sais pas combien du pourcentage du PIB de la France, mais c'est peut-être 25 ou 30%. Enfin, c'est considérable. Et dans les régions que vous avez montées, je n'ai rien contre le Pays Basque, c'est une région magnifique, mais pour trouver le financement à hauteur des besoins, je crains que ce soit la pierre d'achoppement du dispositif. Alors, ce qui nous rend optimistes là-dessus, c'est que le Grand Paris Express, c'est 36 milliards d'euros. Un CERM, on n'a pas encore fait le travail, on est en train de le faire, le travail de concaténation du coût du programme CERM. Mais bon, un CERM cher, c'est 10 milliards d'euros. C'est un CERM très cher, avec des grosses infraferroviaires. Et puis un CERM avec peu d'infrastructures, c'est moins d'1 milliard, c'est quelques centaines de millions d'euros. Donc d'abord, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Ça tombe bien parce qu'effectivement, la capacité contributive des territoires, elle est sans commune mesure. Je suis complètement d'accord avec vous. Ce qui nous rend très optimistes, c'est le signal là dans la loi de finances. Signal vraiment qui n'était absolument pas acquis, qui est celui d'octroyer aux régions un versement mobilité régional. Demande des régions depuis des années, qui a été votée. Justement parce que dans le cadre des CERM, pas que, c'est pas fléché vers les CERM, mais dans le débat, c'est clairement c'est clairement un sujet qui a apporté de l'eau au moulin. C'est de dire il faut qu'on puisse améliorer notre offre, augmenter notre offre ferroviaire, la financer, notamment dans le cadre des CERM. Et donc, il nous faut de la ressource. Donc déjà, le signal avec le versement mobilité régionale, il est très positif. Ensuite, on n'est pas du tout au bout du chemin. Il y a une conférence de financement des CERM qui doit être des mobilités en général, mais la loi prévoyait une conférence de financement des CERM qui a été annoncée par le ministre pour mai 2025. Elle devait se tenir en juin 2024. On attend de cette conférence nationale des financements dédiés au CERM, peut-être par exemple avec une taxe sur les bureaux, comme on l'a fait pour l'Île-de-France, qui serait prélevée, d'ailleurs qui pourrait être également prélevée en Île-de-France et en partie servir les autres régions, parce qu'en réalité, quand elle est prélevée en Île-de-France, elle porte sur les sièges, et les sièges ont des antennes en région, donc en fait, c'est pas juste les bureaux franciliens, et puis qui pourrait être appliquée évidemment aux sièges, aux bureaux des autres régions, même si évidemment la capacité, l'assiette n'est pas la même qu'en Île-de-France. Oui. Les intercommunalités, ouais. Ouais. Les communautés de communes, etc. Ouais, tout à fait. L'argent, il va se retrouver Oui, tout à fait. Mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est pour ça que la conférence de financement, il n'est pas dit qu'elle n'aille pas vers qu'il n'y ait pas un signal vers les métropoles et les intercommunalités qui demandaient elles aussi à pouvoir rehausser leur versement mobilité. Donc voilà, je pense que c'est positif parce que c'est un premier pas vers la considération du fait qu'il y a bien une offre de transport supplémentaire qu'il faut financer et qu'à financement constant, on n'y arrivait pas, aucune des collectivités n'y arrivait, mais c'est que le début du chemin, effectivement, avec des revendications des métropoles et des intercommunalités qui, elles aussi, ont besoin d'augmenter leur offre. Et on le voit bien avec les CERM, on a bien le couple à chaque fois métropole-région, sans compter les autres EPCI qui sont autour et qui sont tout autant partie prenante des CERM, puisque c'est bien leur population à eux qu'on vient desservir. Parce que les populations des métropoles en tant que telles, elles ont déjà des transports en général suffisants. En revanche, juste derrière, là, les gens n'ont plus de transport. Oui, il y a une question ici. Oui, j'ai deux questions, peut-être en une d'ailleurs. C'est un petit peu pour rêver. Est-ce que dans l'organisation que vous défendez, dont vous vous occupez, est-ce que vous avez une cellule ou une petite cellule qui s'occupe un peu de science-fiction? Ça veut dire que, on a parlé à une époque beaucoup, avant les Jeux Olympiques, on a parlé des voitures volantes. Ça nous paraît maintenant, je sais pas, ça n'a pas l'air de réussir pour le moment, mais peut-être que dans 20 ans, ou dans 10 ans, 20 ans, etc., on trouvera des solutions de ce genre. Par exemple, il y a eu une très bonne conférence l'année dernière, ici même,
sur le problème des stations du Grand Paris qui n'ont pas de parking. C'est-à-dire qu'on revient toujours à cette question, c'est que effectivement le Grand Paris c'est une réalisation merveilleuse, extraordinaire, mais que maintenant on s'aperçoit que les gens vont de plus en plus loin, et donc quand ils arrivent au Grand Paris, ils n'ont pas de parking. Donc est-ce qu'on peut imaginer et rêver, comme je vous disais, est-ce qu'on peut imaginer un jour, et est-ce que vous travaillez ou quelqu'un travaille là-dessus, d'imaginer par exemple je dis à nouveau des autocars volants, pourquoi pas, ou des robotaxis qui feraient les allées-venues. Enfin voilà, est-ce que vous avez dans votre une cellule de ce genre? Alors, deuxième question en même temps, qui était un peu la même chose. On nous parle beaucoup d'intelligence artificielle. Pour les gens de ma génération, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Enfin bon, on commence à essayer de comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout de même que l'intelligence artificielle, avec ce que nous avons aujourd'hui, pourrait améliorer un certain nombre de choses dans la circulation qui existe? Parlons pas de la circulation automobile, parce que là, c'est une aberration complète dans ce qui se passe dans les feux rouges, etc. Et on peut espérer que l'intelligence artificielle nous permettra d'améliorer déjà cela. Voilà. Alors, on ne travaille pas à des autocars volants. Néanmoins, évidemment, on regarde tout ce qui peut être. On essaye de projeter les transports de demain et de projeter du coup ces sermes. C'est des gains rapides pour les usagers. Donc, on parle parfois de 3 à 5 ans, mais on parle aussi évidemment de 10, 15, 20 ans. Et là, on essaye de projeter des solutions, le cas échéant innovantes, en lien aussi avec le fait qu'elles doivent être, si possible, peu chères. En tout cas, au moins peu cher en exploitation, en tout cas en rapport avec les flux de personnes à déplacer. Donc là, pour le coup, côté SNCF, il y a les réflexions sur le train léger innovant, il y a etc. Et donc, on essaye de projeter pour des usages qui, effectivement, ne sont pas les usages actuels. On travaille aussi beaucoup avec des territoires, des entreprises qui, effectivement, peuvent s'implanter sans parking. On le voit dans la région dunkerquoise. Les gigafactories, elles se sont implantées, il n'y a pas de parking. Donc, il faut desservir un certain nombre de sites et donc faut qu'un certain nombre de salariés puissent venir autrement qu'en voiture. Donc ça, c'est des choses qui vont venir comme des données d'entrée dans nos réflexions. Est-ce que vous avez quelques scoops à nous révéler aujourd'hui? Parce qu'on est quand même tous orientés ingénierie, travaux. Voilà, le Grand Paris avance beaucoup. Dans quelques années, dans, mettons, 7-8 ans, on en verra un peu le bout. Le tunnel Lyon-Turin avance aussi beaucoup. Voilà, est-ce que la profession pourra retrouver encore des travaux importants? Est-ce qu'il y a déjà des messages qui sont pensés? Vous avez parlé de quelques barreaux supplémentaires. Alors, c'est des barreaux souterrains, non? C'est ça que vous avez dit tout à l'heure? Oui. Alors, à quel endroit? En partie. Non, il y a des gros projets, mais que vous connaissez, qui sont depuis longtemps dans les tiroirs. Ensuite, la question de leur faisabilité, des financements, etc., elle est quand même toujours en suspens. Mais nous, on fait tout pour qu'ils puissent se réaliser. Donc, c'est notamment le cas dans le CERM Hauts-de-France, avec le nouveau barreau de 30 km entre Lille et Hénin-Beaumont, barreau ferroviaire. Et puis, la nouvelle gare souterraine sous Raflandre, en gros. Donc là, on a un CERM qui va, avec des grosses infrastructures nouvelles à faire. Il y a évidemment les infrastructures aussi nouvelles du CERM lyonnais, qui sont connues, et notamment le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise Nord. Voilà. Mais tout ça, c'est des projets que vous connaissez. C'est des projets qui vont peut-être, en fait, pouvoir voir le jour grâce au CERM, parce que par exemple sur les Hauts-de-France, très concrètement, il y avait eu un débat public en 2015, on n'avait plus entendu parler du projet, les habitants n'en avaient plus entendu parler, il n'était plus porté, il y avait des études techniques qui étaient menées, qui continuaient, des études préliminaires, etc. Mais en réalité, le projet ne vivait pas sur le territoire et n'était pas... Voilà. Depuis un an, on a fait une concertation publique, on a fait largement, alors évidemment avec la SNCF, pas nous, mais collectivement, avancer les études sur ce barreau. Et là, on est en train de travailler au bouclage du plan de financement des études préliminaires qui vont suivre, qui étaient en l'air. Donc on voit bien, en quelques mois, on peut venir débloquer des choses, faire avancer des projets qui étaient quand même dans les cartons depuis un moment. Maintenant, on n'est pas magicien, donc c'est ce qu'on disait. Si on n'a pas de ressources affectées, etc., à un moment, on va se heurter à un problème de financement.
Mais néanmoins, il y a sur un certain nombre de serres, il y a des grosses infrastructures, ferroviaires notamment, mais qui ne sont pas des projets nouveaux en tant que tels, qui sont connus. Pareil, vers Mulhouse-Bâle, il y a la nouvelle liaison ferroviaire de l'Euro-Airport. Enfin, voilà, tout un tas de projets qui sont connus, des nouvelles gares. Voilà, on a vocation à rendre possible via les Serm, dans la mesure où on vient expliquer pourquoi on en a besoin et on vient mettre en place des solutions en attendant aussi. Donc, souvent, le problème de ces projets, c'est qu'ils ne voient pas le jour parce qu'ils sont trop lointains. Et donc, politiquement, il n'y a pas d'intérêt à les porter. Il y a des problèmes de financement. Là, intégrés dans les Serm, on a des gains rapides en attendant ces grands projets ferroviaires, ces nouvelles infrastructures. Et ces nouvelles infrastructures, elles s'intègrent dans finalement une trajectoire d'amélioration de services. Et donc là, ça a beaucoup plus de sens politique et c'est ce qui doit nous permettre de passer les différents mandats électoraux. Bien, merci. Il y a encore peut-être une question ou deux. Donc, comment on pourra échanger pendant notre verre de l'amitié en suivant. Bien, écoutez, madame, merci beaucoup. Merci à la SGP de nous avoir révélé pas mal de choses.